On est en 1890 aux États-Unis. La révolution industrielle, elle bat son plein. Les usines tournent à un rythme complètement effréné. Le charbon brûle, l'acier coule à flot. Et au beau milieu de ce chaos de productivité, il y a une invention tout à fait surprenante qui fait son apparition. Une invention qui n'a rien de mécanique d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est le tout premier journal d'entreprise. Et là, on a le droit de se poser une question. Pourquoi des patrons du 19e siècle, qui étaient quand même obsédés par les rendements et les cadences, pourquoi ils perdraient soudainement du temps, de l'énergie et de l'argent à imprimer des nouvelles spécifiquement pour leurs propres ouvriers? C'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais la réponse en fait elle se trouve dans une architecture qui est totalement invisible, mais qui est absolument indispensable à notre monde professionnel. C'est le fameux code secret qui permet à une entité de se parler à elle-même. Et c'est précisément l'objet de notre décryptage d'aujourd'hui, ce qu'on nomme la communication interne. Tout à fait. Parce que derrière ce qui peut ressembler à une simple pile de mémos administratifs ou, je sais pas, à des affiches dans une salle de repos, il se cache une véritable stratégie vitale. C'est le ciment qui empêche l'édifice de s'effondrer sur lui-même. Je suis ravie d'explorer ça avec vous aujourd'hui. On va plonger au cœur d'un document académique d'une très grande richesse pour comprendre tous ces rouages. C'est un module de niveau master, le master MEFF, donc Management des établissements d'enseignement et de formation. Le cours ADM 301, pour être précis. Exactement le cours de communication institutionnelle qui est présenté par Amani Zaberou. Et ce qui est super intéressant, ce qui donne un relief particulier à cette source, c'est son ancrage institutionnel. Le document est rattaché à l'École normale supérieure, à l'Agence universitaire de la francophonie et aussi à l'Université Senghor. L'université Senghor, oui, qui est dédiée au développement africain. Voilà. Donc la mission de notre exploration du jour pour notre auditoire, c'est de prendre ce cours qui a été pensé pour des cadres et d'en extraire vraiment la substantifique moelle. Comprendre comment et surtout pourquoi une entreprise ou une institution dialogue avec ses propres membres. Que ce soit quand on intègre une nouvelle équipe, qu'on gère des réunions ou qu'on croule sous les emails, c'est la clé pour pas se sentir submergé. Le contexte de ce cours, il est révélateur. Quand on parle de l'Agence universitaire de la francophonie, par exemple, on parle d'un réseau qui s'étend sur plusieurs continents, avec des acteurs issus de cultures très diverses. Donc la communication interne, c'est plus du tout un luxe. C'est le seul moyen de maintenir une cohérence. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Avant de lister les outils, il faut d'abord poser les bases. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Le cours indique très clairement que la communication interne, elle est centrée sur l'organisation elle-même, sur ses cadres et ses salariés. Oui, elle n'a absolument pas vocation à vendre un produit à l'extérieur. C'est ça. Ses buts, tels qu'ils sont décrits, c'est de valoriser l'entreprise, de rassembler autour d'une solidarité collective, de forger une image interne et de jouer le rôle d'intermédiaire. Pour rendre ça concret pour ceux qui nous écoutent, moi j'aime bien l'analogie du système nerveux central. La communication interne, c'est comme le système nerveux d'un corps humain. Ah, c'est une approche intéressante. Comment vous le formuleriez du coup? Eh bien, imaginez le cerveau. Il ne peut pas juste envoyer une impulsion électrique dans le vide et espérer que le bras se lève par magie. Le système nerveux, il s'assure que l'ordre descend jusqu'aux muscles, certes, mais il garantit aussi qu'il y a un retour. Un feedback, oui. Exactement. Si la main touche une plaque brûlante, l'information doit remonter instantanément au cerveau pour ajuster le tir. La communication interne, c'est ce flux constant d'informations vitales. C'est ça qui permet à tous les organes de fonctionner en harmonie. C'est une excellente image. D'autant plus que le cours de Zaberou insiste lourdement sur le fait que l'entreprise doit faire face à des acteurs ayant des logiques différentes et à des situations imprévisibles ou risquées. Le système nerveux, il doit réagir à l'imprévu. Mais justement, en parlant de réagir, il y a un truc dans les objectifs du document qui me fait un peu tiquer. Ah oui, lequel? Le texte parle de, je cite, forger une image interne et valoriser l'entreprise. Est-ce que c'est pas, quand on y réfléchit bien, une façon très polie de décrire de la propagande d'entreprise, genre une belle vitrine pour masquer les vrais problèmes ou les mauvaises conditions de travail? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'approche du cours est tout sauf naïve. Et elle nuance parfaitement cette objection. Si on regarde les objectifs plus profonds, on comprend très vite que c'est un outil de gestion, pas une illusion. Le but, c'est de diminuer les délais et d'augmenter la capacité de l'entreprise. Parce que les gens ont des logiques différentes, c'est ça, hein? Totalement. Puisque les individus au travail ont des motivations et des logiques imprévisibles, on ne peut pas se contenter d'ordre brut. Forger une culture commune, c'est très pragmatique. Ça rassure et ça crée de l'efficacité.
Donc, si on prend un exemple, une université qui lance une grande réforme numérique. Voilà, typiquement. Les professeurs, les techniciens, l'administration, ils auront tous une perception différente de ce changement. Certains vont adorer, d'autres vont paniquer. Au changement. Exactement. Le CCC, c'est pas juste distribuer des flyers avec des grands sourires. Il s'agit d'expliquer le pourquoi du changement. L'objectif ultime, c'est l'efficacité. On veut, comme le dit le texte, diminuer les délais. Si tout le monde rame dans des directions opposées, la machine s'arrête. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour gérer cette nature humaine complexe, l'organisation, elle ne peut pas avoir une approche unique. Et ça nous mène directement à la matrice à 4 dimensions de la communication interne, détaillée par Zabirou. Oui, l'architecture théorique centrale. On a la dimension stratégique, systémique, structurelle et culturelle. Et pour que ce soit digeste, j'aimerais bien qu'on file la métaphore du smartphone. Vous me suivez? Je vous suis, avec grand plaisir. Allons-y pour le smartphone. On commence par la dimension stratégique. Allez. Le document dit que la dimension stratégique aide à s'approprier un projet, à mobiliser vers des objectifs. C'est la communication pour un changement interne, la CCI. Dans notre smartphone, cette dimension, c'est le GPS. C'est l'application qui dit à tout le monde où on va. C'est fondamental, oui. C'est le cap. Si l'université Senghor ouvre un nouveau campus, le GPS dit « voilà notre destination ». Mais, et c'est là que votre métaphore fonctionne bien, avoir un GPS programmé ne sert à rien si le téléphone ne capte pas de réseau. Et bim, transition parfaite vers la deuxième dimension, la dimension systémique. Le cours explique qu'elle sert à faire circuler l'information, organiser le feedback et vérifier l'impact. Donc c'est le réseau cellulaire de notre téléphone. C'est ce qui s'assure que les données circulent avec un accusé de réception. Si l'on relie cela à une vision plus globale du management, c'est fou à quel point cette dimension systémique est négligée. L'auteur insiste sur le fait de vérifier l'impact. La pensée critique, c'est de comprendre qu'émettre un message, ce n'est pas communiquer. Ouais, envoyer un email ne veut pas dire qu'il a été lu. Précisément. Si la direction envoie un PDF de 40 pages sur la sécurité, la dimension stratégique est là, le but est fixé. Mais si personne ne le lit, le réseau systémique est en panne. Sans le feedback, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, passons à la troisième dimension, la dimension structurelle. Le document indique qu'elle aide chacun à se situer et qu'elle développe la transversalité. Sur notre smartphone, c'est le système d'exploitation, l'OS. C'est l'architecture qui permet aux différentes applications de tourner en même temps sans faire planter l'appareil. L'analogie de l'eau, c'est très parlante, oui. Mais attention à ne pas voir ça comme une machine froide. La dimension structurelle dont parle Zabirou, elle est très humaine. Développer la transversalité, ça veut dire briser les silos. Briser les silos. Comment on fait ça avec de la communication? Prenez l'agence universitaire de la francophonie. Imaginez la comptabilité à Paris et les chercheurs à Dakar. D'accord, on a deux mondes très différents. Sans communication structurelle, la comptabilité trouve que les chercheurs dépensent mal et les chercheurs trouvent que la comptabilité bloque tout. La dimension structurelle, c'est créer des réunions croisées, des procédures partagées pour que chacun comprenne le métier de l'autre. Ah, je vois. C'est aider tout le monde à comprendre où il se situe dans l'écosystème global. C'est super clair. Ce qui nous laisse la quatrième et dernière dimension, la dimension culturelle. Le texte mentionne qu'elle valorise le métier et fait vivre un langage commun. Donc, pour finir avec le smartphone, c'est l'interface utilisateur, le design, les couleurs et même les emojis qu'on utilise. C'est l'identité. Et ce langage commun, c'est un gain de temps incroyable. Quand on partage les mêmes codes ou les mêmes abréviations, on est plus rapide. Mais il y a un piège. Lequel? Si une entreprise a une dimension culturelle énorme, tout le monde est super pote, on a notre propre jargon, on fait des super fêtes de fin d'année, mais qu'il n'y a pas de GPS stratégique ou de réseau systémique. Ah oui, on a un club de vacances très sympa, mais on va droit dans le mur professionnellement parlant. Exactement. Les 4 dimensions doivent fonctionner ensemble, toujours. Bon, maintenant qu'on a bien l'architecture en tête, avec le GPS, le réseau, etc., comment ça se traduit sur le terrain? Quels sont les outils? Le cours fait une distinction entre les moyens et les types de flux. Du côté des moyens, on sépare l'écrit de l'oral. Pour l'écrit, on a les emails, l'intranet, la revue de presse et bien sûr le fameux journal d'entreprise. Zabero précise que son but est d'informer et de divertir. On y trouve aussi la boîte à idées. Ah, la boîte à idées, j'adore. Parce que du côté de l'oral, le texte parle des réunions, des séminaires, des briefings pour les nouveaux, des trucs très carrés, mais il cite aussi noir sur blanc le bouche à oreille. Et il précise bien que c'est le réseau informel. Oui,
ça surprend souvent. Mais c'est un paradoxe fou, hein. Comment une direction peut-elle espérer encadrer un truc aussi sauvage et incontrôlable que la machine à café ou le bouche à oreille? Cela soulève une question essentielle. Et la réponse est dans les types de flux. L'auteur oppose la communication descendante à la communication horizontale. Ok, la descendante, je visualise. C'est du haut vers le bas, le patron vers les employés. C'est ça. Le document explique que ça sert à transmettre le règlement intérieur, les consignes de sécurité. C'est la règle stricte. Mais une entreprise qui ne ferait que ça, elle est tout frais. Absolument. C'est pour ça qu'on a le flux horizontal, entre travailleurs de même niveau. Le but du flux horizontal, selon le cours, c'est d'intégrer les gens à la prise de décision et à l'action. Donc, la descendante fixe les règles et l'horizontale trouve les solutions pratiques. Exactement. Et c'est dans l'horizontal que vivent la boîte à idées et le bouche à oreille. On ne contrôle pas l'informel, on s'en nourrit. Je vois. Donc si une rumeur terrible circule par le bouche à oreille, c'est que la communication descendante a raté son coup pour rassurer. Voilà. Et à l'inverse, si un problème complexe apparaît, c'est souvent deux collègues de même niveau qui le résolvent de manière informelle, bien plus vite qu'un mémo officiel. C'est un moteur de créativité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour notre auditoire, pourquoi c'est si important de comprendre cette mécanique, qu'on soit manager ou simple employé? Eh bien, ça offre une vraie grille de lecture. Complètement. Quand on comprend ça, un rappel sur la sécurité informatique, c'est plus juste une corvée. On comprend que c'est une logique descendante vitale. Et la blague à la machine à café, c'est la dimension culturelle en action. Savoir reconnaître ces flux, ça permet de naviguer au quotidien sans subir son environnement. C'est le grand enseignement de ce document. Mais si je peux me permettre, ça nous pousse aussi vers une réflexion assez vertigineuse sur l'évolution du travail. Ah, je suis curieuse, allez-y. Tout ce qu'on vient de décrire, les réunions, les affiches, le bouche à oreille, tout ça repose sur le fait de partager un même espace physique. Or, que devient cette architecture invisible lorsque le bureau n'existe plus? Waouh, ouais. Le télétravail massif, quand tout le monde est derrière un écran séparé géographiquement. Précisément. Si la communication interne est notre système nerveux, comment il survit si les organes sont éparpillés dans des salons différents? Le GPS stratégique peut passer par email, le réseau systémique par accusé de lecture, mais la chaleur de la dimension culturelle. Le fameux bouche à oreille horizontal. Voilà. Comment maintenir ce précieux bouche à oreille quand on remplace la rencontre informelle par des visioconférences strictement minutées? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre notre capacité à faire corps commun? Ça, c'est une réflexion particulièrement provocatrice et qui donne matière à réfléchir pour chacun d'entre nous. Si l'interface culturelle s'effrite sans le contact physique, l'entreprise entière est en danger. La prochaine fois que notre auditoire allumera son ordinateur le matin ou franchira les portes de son bureau, ça va être fascinant d'observer tout ça, de chercher ces 4 dimensions cachées. Merci infiniment pour cette analyse d'une clarté redoutable. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration avec un esprit critique toujours grand ouvert.